fois, les Gazaouis ont réussi à survivre et à vivre à nouveau, d'une manière ou d'une autre, guerre après guerre. Mais cette fois, c'est différent. Si cette fois Gaza est exterminé, le monde est inévitablement terminé. Le monde a développé ses façons de tuer, sa cupidité a grandi et sa profanation d'innocence est étendue. Si Gaza ne s'en sortait pas cette fois-là, cela voudrait dire que la victoire irait aux plus violents et aux plus barbares. En Russie, devant 15 millions minimum de téléspectateurs, les grands journaux ne parlent plus que de ça. Cette escalade, cette provocation des Occidentaux qui menacent sans cesse de livrer des armes plus puissantes à plus longue portée aux Ukrainiens pour pouvoir tirer à l'intérieur du territoire russe. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Les Russes savent très bien que ce ne sont pas les Ukrainiens qui pilotent les missiles en question, ce ne sont pas eux qui choisissent les cibles, ce ne sont pas eux qui choisissent les timings. Quoi qu'il en soit, des civils russes meurent, des militaires russes meurent, et le binôme Macron est au centre de tout ça, au centre des provocations depuis mars 2022 à Versailles, et depuis, il ne cesse d'annoncer l'arrivée de troupes de l'OTAN sur le territoire. Tout ça se passe comme si nous, en France, mais partout parmi les pays de l'OTAN, nous avions oublié la puissance de feu de la Russie, ces milliers de têtes nucléaires, ces missiles hypersoniques qui peuvent atteindre les principales capitales de l'Europe en quelques minutes. Que cherchons-nous? Les élections arrivent et pourtant, en Europe, il n'y a pratiquement aucun parti qui ose expliquer que la position des chefs d'État est intenable, qu'il faut les remplacer. Tous les partis sont complices de cette situation inimaginable qui peut nous emmener à l'apocalypse nucléaire. C'est incroyable. Arrêtons-les, arrêtons-les. Et il faut les arrêter, pas seulement à Gaza ni en Ukraine, il faut également les arrêter dans le domaine médical. Ici, on entend Boutros-Ghali dire qu'il va falloir être beaucoup plus sévère avec tous les antivax, car les injections fonctionnent très bien et les antivax seraient des terroristes dangereux pour toute l'humanité. Mais c'est le monde à l'envers, à Gaza, en Ukraine et dans le domaine de la santé publique. Nous sommes vraiment mal partis en Occident avec des psychopathes à la tête des États, des organisations internationales. L'heure est grave. Au cours des derniers jours, tout s'accélère encore et encore. Donald Trump a été condamné pour félonie aux États-Unis. Netanyahou a été, d'une certaine manière, acclamé à la télévision française, et pas qu'une télévision, puisqu'il a été en direct sur TF1 puis sur LCI. Ok, c'est le même groupe, mais tout ça n'a pas pu se passer sans la complicité, même le désir du gouvernement français. De l'autre côté, Soral, lui, a été mis en garde à vue et est menacé d'être mis en prison en Suisse. Et on épluche tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu partager sur les réseaux sociaux, sur son site internet, depuis des années. En même temps, l'Iran, qui a perdu son président et son ministre des Affaires étrangères, cherche complètement une forme d'apaisement, pas de vague. Ils vont devoir traverser dans le calme les 2 prochains mois, avec une élection présidentielle qui pourrait être très compliquée, et surtout être l'occasion pour leurs ennemis d'essayer de déstabiliser encore plus ce pays qui est sous la pression de sanctions, qui est sous la pression d'assassinats ciblés et qui est évidemment dans une véritable inquiétude sur ce que peuvent préparer l'ensemble de ses ennemis. De la même manière, on a pu observer que Poutine et Xi sont de plus en plus liés humainement en tant que personne, mais liés également en tant que pays, puisque le Premier ministre chinois, le Premier ministre russe, les diplomates, etc., s'entendent énormément, et de plus en plus on entend l'armée chinoise expliquer à quel point elle est prête à s'engager aux côtés de l'armée russe,
quel que soit le théâtre d'opération. Et de la même manière, les Russes, sur la zone Pacifique, prennent au fur et à mesure faits et actes de la politique belliqueuse à l'encontre de la Chine, puisque le Japon est en train de reconsidérer sa constitution et donc serait sur le point d'accepter la présence sur son sol de missiles balistiques américains, et ce qui est une proportion 100 fois plus grave et provocante pour la Chine que n'ont pu l'être la crise des missiles de Cuba, dont tout le monde a entendu parler ou voire se rappelle. Finalement, on a une stratégie qui est en permanence d'essayer de transformer la vie des opposants en enfer pour obtenir leur abdication complète. C'est toute la stratégie d'ailleurs d'Israël depuis 70 ans à Gaza et en Cisjordanie. Se dire, leur vie va être tellement terrible, hein, pas besoin de parler d'Anakba, pas besoin de parler des problèmes d'eau, des problèmes d'alimentation, des problèmes d'accès aux soins, des problèmes pour leurs femmes d'accéder à des cliniques, etc. Tout a été détruit. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des containers qui sont livrés très difficilement à Gaza pour essayer d'avoir un minimum d'activité d'obstétrique pour les femmes qui, par ailleurs, ça c'est dans le cadre d'urgence maternité, mais juste pour la gynécologie, les soins, l'hygiène, il n'y a rien du tout. C'est totalement monstrueux et de toute façon, encore une fois, à Gaza, les journalistes et les médecins sont des cibles prioritaires et tout est absolument, même les humanitaires, tout ça est fait pour dégoûter tout le monde. Puisqu'évidemment, si vous tuez des jeunes humanitaires, comment voulez-vous encourager des vocations que les parents ou les femmes laissent partir ou les maris leurs compagnons pour aller aider les Palestiniens dans la douleur, si on sait qu'ils vont être des cibles, alors qu'ils ne vont faire que de l'humanitaire en prévenant, etc. Je rappelle ce convoi dans lequel 8 humanitaires, 3 voitures, ont été visés par des drones et ils sont tous morts alors que les véhicules étaient signalisés, leur trajet avait été donné à l'armée israélienne. On peut se poser la question, j'avais montré une vidéo de 2014 de Jean-Marie Le Pen dans d'anciennes capsules et qui s'interrogeait sur les missiles tirés en permanence depuis Gaza sans aucun résultat. Et c'était comme, au contraire, pour donner de bonnes raisons à Israël de bombarder de plus en plus. On sait depuis toujours que le Mossad est très infiltré. On sait pour le 7 octobre qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'implication des services secrets, des politiciens en Israël, etc., pour que cet événement ait pu avoir lieu. On sait par les Nations Unies, dont l'enquête vient de sortir, qu'il n'y a eu aucune trace, aucune preuve d'actes sexuels, puisque les gens du Hamas qui étaient sur les combattants du Hamas référencés avaient tous des caméras sur eux pour justement éviter qu'en cas de bavure, il n'y ait pas de preuve d'une éventuelle culpabilité ou d'exaction. Eh bien, les Israéliens ont récupéré toutes ces caméras. Il y en a une grande partie qui n'ont pas voulu donner aux enquêteurs, mais tout ça prouverait bien que, contrairement à ce qui a été affirmé, les choses ne se sont pas passées comme ça a été raconté dans les premières 24 heures, histoire de cristalliser les opinions publiques mondiales et justifier crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide tel que c'est en train de se passer. Et ce qu'on sait aussi, c'est que depuis extrêmement longtemps, l'État d'Israël, le Mossad, menace en permanence les juges, procureurs de la CPI, mais également les juges au niveau de l'ONU, pour les décourager à l'idée d'enquêter sur ce qui se passe réellement dans les territoires occupés de Cisjordanie et évidemment à Gaza. Donc on se rend compte qu'en fait, double standard, double langage, tout est fait pour tromper, mais surtout tout est fait pour donner envie aux Palestiniens de faire une nouvelle Nakba. Donc parfois,
On me pose la question, mais pourquoi les pays voisins n'aident pas? D'abord, ils ne peuvent pas, ils n'en ont pas les moyens. Éventuellement, l'Iran aurait les moyens, l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite est véritablement sur un siège éjectable avec la présence d'autant de militaires et de soldats américains sur son sol. Donc c'est très compliqué et surtout, ils ne veulent pas que les Palestiniens viennent chez eux, pas du tout parce que les Palestiniens poseraient le moins de problèmes dans leur pays, mais parce que le pays des Palestiniens, depuis la nuit des temps, c'est la Palestine. Et donc, au moins dans le cadre des frontières de 67. Et toutes ces décisions, toutes ces discussions sur la reconnaissance de l'État palestinien, sans parler d'où sont les frontières et du sort des colons qui, je le rappelle, détruisent régulièrement et empêchent les convois humanitaires de passer. Ils tuent également régulièrement des Palestiniens, ils détruisent leurs maisons en Cisjordanie, partout, de façon totalement impunie. Je rappelle également la destruction de radars russes qui permettaient l'alerte en cas d'attaque nucléaire depuis le Proche-Orient, mer Rouge, mer Méditerranée, Moyen-Orient en direction de la Russie. Tout ça est particulièrement inquiétant puisque ça pourrait témoigner d'une volonté bien plus apocalyptique que les pires cauchemars. C'est-à-dire que certains pourraient envisager l'utilisation de missiles ou de bombes, peut-être uniquement contre l'Iran, pas jusqu'à la Russie, et pour essayer de diviser et pas par pas continuer à franchir toutes les lignes rouges, puisque je vous rappelle qu'aucune ligne rouge n'a été respectée. Il y a eu la ligne rouge des véhicules lourds, en fait les grosses jeeps militaires, puis il y a eu la ligne rouge des chars, puis il y a eu la ligne rouge des chars modernes, puis il y a eu la ligne rouge des missiles, puis il y a eu la ligne rouge des missiles moyenne portée, puis maintenant il y a la ligne rouge des missiles qui tirent vers le territoire russe. On sent bien qu'on est véritablement dans une folie d'escalade, mais qui avait commencé en réalité dès le début, puisque toutes les personnes qui connaissent un peu les dossiers disent que c'était des missiles anglais qui avaient détruit le croiseur Mokva en avril 2022 dans la mer Noire, qui était un des bateaux les plus puissants de l'armée russe et des plus prestigieux, puisqu'il avait beaucoup de missiles dessus, dont des missiles supersoniques et des systèmes S-300, mais également Nord Stream, le pont de Kerch, Crocus. On voit bien qu'il n'y a plus de limite et à un moment, évidemment, les Russes ne pourront plus faire preuve de patience. Revenons un peu sur l'Afrique du Sud. Donc on sait que c'est l'Afrique du Sud qui a entamé les procédures à la Cour internationale de justice contre Israël et ce qu'ils décrivent comme un génocide, selon la définition des Nations Unies. Eh ben, l'Afrique du Sud a un chemin semé d'embûches. Ils ont énormément de complications et d'ailleurs, au cours des dernières élections, l'ANC, le parti créé par Mandela, n'a plus la majorité. Est-ce que c'est un effet domino des positions prises contre Israël et qui ont fâché les Américains, qui ont fâché les propriétaires des grands médias en Afrique du Sud, puisque en Afrique du Sud, comme ailleurs, les grands médias appartiennent toujours à des gens qui sont extrêmement liés aux grands fonds d'investissement internationaux et donc qui ont un discours qui n'est pas forcément celui des partis, et évidemment y compris le parti de l'ANC, sauf si c'est un parti qui est en ligne avec les intérêts anglo-saxons, comme on le verra au fur et à mesure de cette vidéo. Alors je rappelle que cette vidéo qui va suivre date d'hier soir. Il y avait Erwan Cassel, nous étions invités chez Karl Brochu pour parler de l'actualité. Et dans cette actualité, on a quand même évoqué des choses très surprenantes, puisque en Amérique du Sud et en Amérique centrale, population extrêmement catholique, eh bien, on a un président en Argentine qui se dit juif et qui a décidé de ne pas rejoindre, que son pays ne rejoindrait pas les BRICS, et au contraire, maintenant, il voudrait que la monnaie de son pays soit le dollar,
et il a une position complètement pro-politique israélienne. Évidemment, il se peut que dans les choses qu'il propose, en apparence, il s'intéresse à son peuple. On verra, les avis sont très partagés. Moi, je dois avouer que j'ai un avis extrêmement négatif le concernant. Pareil avec ce qui se passe au Chili, et je reviendrai là-dessus dans d'autres capsules. Mais peut-être encore plus surprenant, Mexique, 80% de catholiques, eh bien, il y a une très très forte probabilité pour que la prochaine présidente soit également juive. D'ailleurs, elle était en couverture du Nouvel Économiste de la fin de cette année, puisqu'on la voyait de profil dans une petite photo avec sa couette. Vous savez, ça ressemblait à une mire de télé dans laquelle on voyait un porte-conteneur qui représente celui de Baltimore. On voyait des explosions, on voyait des personnages importants, un Trump, Poutine, Xi, Biden, mais surtout une mire de télé, l'intelligence artificielle, les liens entre les choses et une omniprésente dans l'image de la France et d'Israël. Mais peut-être ce qui m'a le plus préoccupé, et c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, ça m'avait échappé, c'est un courrier bipartisan des États-Unis qui date du 31 mai. Et dans ce courrier, les représentants du Sénat et du Congrès américain invitent Netanyahou à venir s'exprimer devant donc le Congrès et le Sénat américain de façon bipartisane. Et on lui demande de venir s'exprimer en particulier sur le danger existentiel que représentent l'Iran, la Russie et la Chine pour la liberté dans le monde. Alors je rappelle que c'est pas la première fois que ça se passe. Le 11 septembre, on avait eu soi-disant des terroristes liés à Ben Laden, donc liés à l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan avait été conquis entre guillemets par les Américains, mais en réalité l'Afghanistan n'était qu'une étape pour prendre le contrôle de l'Irak, déstabiliser la Libye, déstabiliser la Syrie, mais surtout, et ça on l'oublie tout le temps, le Patriot Act, c'est-à-dire la surveillance généralisée des citoyens du monde entier et le développement à outrance de la NSA sans aucune limite. Eh bien, on peut imaginer que le 7 octobre a également un rôle. Et c'est vraiment un sujet de débat long le 7 octobre, puisque comme j'évoquais, les Nations Unies, leur enquête conclut à l'absence de preuves de violences sexuelles. Or, c'était la base. Évidemment, l'absence de preuves d'enfants décapités, etc. Bon, bah ça, petit à petit, tout le monde a compris que c'était des mensonges, et certainement pas 40, enfin même pas un. En revanche, à Gaza, c'est quotidien. Quotidien, les femmes tuées, les enfants décapités, les enfants démembrés, c'est un cauchemar, y compris quand ils sont dans des tentes, dans des camps de réfugiés qui sont censés être des safe zones, des endroits où il ne devrait y avoir aucun bombardement. Mais ça se passe pas que sur le plan militaire. L'économie allemande est en chute libre. Est-ce que bientôt il y aura le chaos dans toute l'Europe? Qu'est-ce qui s'est passé avec les frontières? Qu'est-ce qui se passe avec les banlieues? Qu'est-ce qui se passe avec les élections où on sent la volonté de créer la haine entre tous les partis et de sortir d'un dialogue rationnel? Puisque le problème, c'est que tous ces chocs psychologiques qui ont lieu, par exemple, avec ce qui se passe à Gaza, et quelque part une guerre entre l'Occident et les musulmans, mais qui est aussi une volonté partout, aussi bien en France avec la crise des banlieues, partout. On est véritablement dans une période de chaos. Comment les États-Unis vont continuer à absorber plus de 13 millions de migrants qui arrivent en flux continu par leur frontière sud? Est-ce que ce sont uniquement des électeurs potentiels ou est-ce qu'ils ont un autre rôle dans cette espèce de melting pot général où il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de genre, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus rien du tout? Et puis, comment expliquer le traitement
que subissent les étudiants du monde entier qui osent s'opposer? Est-ce que les gouvernements du monde, les universités sont en train de nous dire que les étudiants n'ont pas le droit d'exprimer un point de vue? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est majeur et quand on fait des études, on n'a pas le droit d'exprimer un point de vue? Est-ce que le droit de manifester paisiblement est interdit aux étudiants du monde quand ils s'expriment contre la politique génocidaire de l'État d'Israël, ou quand ils critiquent Netanyahou, qui est quand même, ou qui devrait être rapidement sous le coup d'un mandat d'arrêt international? Et comment expliquer que ce mandat d'arrêt international si documenté mette autant de temps à être émis, alors qu'il y a eu tellement de diligence pour en émettre contre d'autres dirigeants dans l'histoire? Et où finalement ça s'est avéré complètement fou, comme ce qui s'était passé avec Milosevic, où à la fin de l'enquête et à la fin du procès, tout était tombé à l'eau et Milosevic avait été innocenté. Entre-temps, il était mort. Tout ça, c'est véritablement important pour comprendre. Et surtout, vraiment, en conclusion de cette introduction, j'aimerais que vous observiez le rôle de leader de Macron. Macron et son binôme ont eu un rôle de leadership mondial, avec McKinsey, mais un rôle de leadership mondial pendant la crise du Covid. La France était partout. La France était présente à Wuhan, puisque c'est même nos ministres qui avaient ouvert ce laboratoire P4. La France était présente à Wuhan avec l'Institut Pasteur qui avait donné des souches de virus. La France était présente en Ukraine. Jusqu'à quel point on était présent dans les biolabs. La France est véritablement un acteur omniprésent de cette crise Covid, passe sanitaire, passe vaccinal, etc., etc. Et surtout, dès le début, la France avait essayé de diaboliser la Russie, qui avait commencé déjà à être privée de voyages faciles vers l'Europe, puisqu'on avait exigé que ce pays soit en permanence sur la liste rouge des pays Covid, comme si c'était le pays où la situation sanitaire était la plus grave. De la même manière, la France sur l'Ukraine. Dois-je rappeler à nouveau que dès début mars, le président Macron, et depuis il le fait chaque année, avait invité les pays d'Europe élargie, donc ça va jusqu'à l'Arménie, à discuter de l'Ukraine et à essayer d'engager tous ces pays à être extrêmement solidaires aux côtés de l'Ukraine contre la Russie. C'est quelque chose d'ailleurs qui n'a pas bien réussi à l'Arménie, qui lui réussit de moins en moins bien, puisque ça se fait grignoter au fur et à mesure par l'Azerbaïdjan, et jusqu'où ça ira. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Russes ne sont plus du tout présents pour stabiliser cette région, et c'est inquiétant. Et je rappelle que c'est de là que venait le président iranien et son ministre des Affaires étrangères et d'autres, lorsque leur hélicoptère s'est écrasé avec tous les passagers morts dans des circonstances très particulières et à proximité de la seule base militaire israélienne hors d'Israël qui se trouve en Azerbaïdjan à moins de 80 km de l'endroit où l'hélicoptère a été retrouvé après plus de 15 heures de recherche, ce qui est complètement incroyable. Sur Gaza, c'est quand même, avant même la lettre bipartisane dont je viens de parler, la France qui a donné son média principal à Netanyahou, à la télé, pour parler de la situation, entre guillemets, à Gaza, et expliquer à quel point Netanyahou essaie de faire des raisonnements pour dire que la victoire d'Israël, c'est la victoire du monde libre. Comme si tuer une tuerie, un nettoyage ethnique, génocide, crime contre l'humanité, c'était bien pour l'humanité, justement. Non, c'est pas bien, c'est la chose la plus grave qui se passe sur Terre en ce moment. Et quand je dis la plus grave,
Mais c'est parce que ça dépasse l'entendement. Une famine organisée sur une population de plus de 2 millions de personnes, les robinets qui ont été coupés, les frontières qui ont été coupées, l'Internet qui est coupé, des gens qui sont bombardés par des drones quand ils essaient de recharger leur téléphone portable. Plus de 160 journalistes qui ont été assassinés. Il y a presque plus de journalistes là-bas. Al Jazeera qui est censuré en Israël. Mais tout ça se passe comme si c'était la normalité. Et l'Europe fait la même chose, puisqu'il y a de plus en plus de médias russes qui sont interdits. Tout le monde pense que la paix va arriver, etc. Et qu'il y aura aucune guerre. Mais ouvrez les yeux, c'est l'escalade permanente. L'escalade permanente. Ça n'arrête pas. Donc arrêtez de penser que Macron est un pantin. Dès le 8 octobre, il était le signataire numéro 1 d'une lettre avec les Américains, les Allemands, les Italiens, pour dire, et les Allemands donc et l'Angleterre, pour dire qu'il fallait soutenir complètement Israël dans son combat contre le Hamas. Posez-vous les bonnes questions. Donc là, ça va être la première partie de la vidéo avec Karl Brochu. La deuxième partie arrivera avec une introduction beaucoup plus courte. Je vous remercie de partager, je vous remercie de commenter, je vous remercie de me poser des questions. Si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on parle, si je vais faire des capsules plus détaillées pour expliquer un peu Ben Salman, pour expliquer évidemment Donald Trump, je vais reparler d'Elon Musk parce que je sais que c'est très compliqué de ne pas être perdu. Il faut imaginer qu'un certain nombre de personnes font tout pour nous diviser, et alors que sont extrêmement solidaires, extrêmement combatifs pour réussir finalement à prendre un contrôle total de l'humanité. Il y a eu le Patriot Act qui permettait de surveiller tout le monde. Maintenant, dans quasiment tous les pays du monde, il y a ces nouvelles règles sur la propagation de la haine. Et ces haines ne sont même plus pour surveiller, elles sont pour enfermer les opposants. Et on a peut-être quelqu'un comme Soral qui pourrait en faire l'expérience en premier, alors qu'il est en Suisse, et qu'on pouvait imaginer que son sort là-bas serait quand même nettement moins difficile. Il y en a d'autres qui sont obligés de vivre à l'étranger. On peut parler de Xavier Poussard avec Fait et Documents, mais tellement d'autres qui ont décidé quasiment d'abandonner le combat parce que c'est trop dur. Et c'est pour ça que régulièrement, je vous demande si vous voulez m'aider avec PayPal, si vous voulez m'aider en prenant des abonnements avec mon Substack, si vous voulez m'aider en prenant du miel. Moi, je vous dis pas, je vais être comme Robin des Bois, vous allez me donner de l'argent, je vais faire une cagnotte, je vais redistribuer, etc. Parce que, en général, tous les gens qui font ça, c'est uniquement pour s'enrichir. Moi, je fais ça pour essayer de continuer à vivre convenablement, à essayer de vous informer. Maintenant, je vais sur le terrain à votre rencontre, je veux parler, c'est important parce que c'est vital et c'est beaucoup, beaucoup plus essentiel que n'importe quoi d'autre. Donc de toute façon, je vais continuer. Je compte sur votre aide, je compte sur vous pour me croiser, me proposer des dates de conférences, pour me proposer des dates de rendez-vous, pour me commander éventuellement du miel si vous avez envie de découvrir ce produit magique qui lui aussi a été parasité. Et on va voir dans l'alimentation de plus en plus de scandales parce qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Donc voilà, profitez de cette vidéo. Il y aura un deuxième chapitre qui va suivre. Je vous remercie pour votre fidélité. À bientôt. 85% de... Trump reste un combattant incroyable. Il annonce qu'il va déclassifier cette fois tous les documents qu'il n'avait pas déclassifiés lors de sa première présidence. On espère qu'on peut le croire, mais on espère surtout qu'il pourra être élu. Mais face à lui, il y a une force de frappe inimaginable. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est retenu contre lui. Et tout est évidemment mélangé. Les gens parlent encore du 6 janvier, disent que finalement Trump est le chef d'une organisation terroriste qui pourrait détruire les États-Unis, que maintenant il est un criminel, que c'est quelqu'un de dangereux, que c'est quelqu'un qu'il faut arrêter. Mais les mêmes ne se soucient absolument pas de ce qui se passe à Gaza. Au contraire, ils ont envie d'inviter Netanyahou
pour leur expliquer comment il réussit à résoudre aussi bien les problèmes. Regardez les images avant, après, des quartiers entiers détruits, des enfants qui continuent à sourire, qui continuent à survivre, mais qui n'ont plus accès à l'eau, qui n'ont plus accès à la nourriture correcte, qui ne peuvent plus jouer réellement et qui meurent par milliers chaque mois. On est à plus de 37 000 morts, mais sans doute 3 ou 4 fois plus à Gaza, ce territoire qui est un blocus complet, un ghetto sous blocus, sans accès à rien. Combien de temps faudra-t-il pour reconstruire? Et est-ce que ce sera même possible de reconstruire, puisque même certains ministres israéliens évoquent la possibilité de complètement bombarder et d'aller plus loin. Zelensky, lui aussi, commence une campagne contre Trump. Il explique que finalement, Trump, qui veut faire la paix rapidement, serait extrêmement dangereux, puisque cette paix ne pourrait profiter qu'aux Russes. Quand on observe Zelensky, on se demande d'ailleurs ce qu'il mange, ce qu'il sniffe, et vous observerez sa bague sur le majeur. Très étonnant. On a beaucoup d'ailleurs de présidents qui portent des bagues de façon étonnante. Est-ce que c'est un signe? Que veut-il nous dire? On ne sait pas. Avec lui, de toute façon, c'est le théâtre permanent. Il est encore en place. Par quel hasard du destin il est arrivé en annonçant qu'il voulait la paix avec la Russie, et finalement il y a une guerre qui a déjà tué des centaines de milliers d'Ukrainiens au front, peut-être 1 million. D'ailleurs, les Ukrainiens meurent tellement vite que les personnes civiles sont prêts à porter secours à ceux qui se font attraper par des soldats qui veulent les emmener au front. Et le front, ils y vont très vite. Ils ont 1 ou 2 jours pour récupérer un pactage, peu importe leur état familial, le nombre d'enfants, les difficultés à faire tourner la maison. L'Ukraine a besoin de chair à canon et l'Occident ne donne des armes si tout se passe jusqu'au dernier Ukrainien. Et ça se passe dans toutes les régions. On sent bien que la raison pour laquelle Zelensky n'a pas fait de nouvelles élections, ce n'est pas parce que c'était compliqué à faire, c'est surtout parce qu'il n'a aucune chance d'être élu, même en truquant les résultats. Il est véritablement détesté par l'essentiel de son peuple qui ne comprend plus rien à ce qui se passe en Ukraine. Les préfets donnent des ordres au CRS, à la police, aux gendarmes pour agir exactement comme cela avait été le cas avec les gilets jaunes. Le seul fait de porter un gilet jaune ou un signe considéré comme palestinien, alors que des manifestations ont été interdites, peut vous faire verbaliser, voire même plus lourdement condamner. On rappelle qu'elle était à l'époque des Gilets jaunes, des milliers de personnes avaient été mises en prison, des dizaines de milliers en garde à vue. Donc voilà, donc là elle vient de recevoir une amende alors qu'elle est seule et elle vient de recevoir une amende pour manifestation. Parce qu'à moi, les Palestiniens étaient fiers, non mais... In what world we're living? C'est hallucinant. Literally. Et j'ai demandé, hein, parce que je sais sincèrement pas, j'ai demandé qu'ils m'expliquent la procédure avant. C'est une tenue traditionnelle. Donc l'agent lui a demandé de donner son identité pour un contrôle d'identité. Et finalement, elle sera verbalisée, elle recevra une amende pour avoir porté une tenue. Elle était là toute seule. Toute seule, ici. Elle représente la manifestation à Lyon qui est invisible. Voilà. Pour les... Verbalisée pour participation à une manifestation interdite. Le nombre de martyrs à Gaza n'est-il pas plutôt de 200 000 morts? C'est une véritable question. Ce comptage est-il seulement possible dans la situation actuelle là-bas? Encore un jeune garçon qui sera amputé si jamais, par chance, il survit. Sa jambe est déchiquetée, son bras également,
il a été bombardé par l'armée israélienne. Il fait partie des 20 000, 30 000, 40 000, peut-être 50 000 enfants dont la vie est inexorablement détruite. Que peuvent-ils faire? Il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus d'anesthésie, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas d'antiseptiques, il n'y a rien à Gaza, juste des ruines, juste des vies qui deviennent un chien. Bertrand, une réaction avant qu'Erwan nous quitte sur ces sorties-là des Américains. Là, il y a Biden aussi qui accepte avec la livraison des missiles de longue portée de toucher la Russie en profondeur sur le territoire russe. Donne-nous ton opinion là-dessus. On s'en va-tu vers une guerre totale? C'est quoi qui se passe actuellement? Déjà, ils ont déjà utilisé dès aujourd'hui, puisqu'il y a des batteries d'HIMARS qui ont visé la région de Belgorod, donc toute l'après-midi. Donc à peine l'autorisation s'était déjà mis en œuvre. Et comme les Russes l'ont bien expliqué, pour que ces armes-là soient mises en œuvre, il faut qu'elles soient pilotées entièrement par des Américains ou en tout cas des troupes de l'OTAN qui ont été formées là-dessus. Puisque même si ça fait 1 an qu'elles sont en Ukraine, les Ukrainiens ont jamais eu la main sur ce type d'armes ni sur leur stratégie d'utilisation. Ça, c'est la première chose. Graham, lui, effectivement, il pousse toujours le bouchon plus loin. C'est-à-dire, Graham, c'est lui qui avait dit: on n'a jamais investi aussi bien notre argent que cet argent qu'on donne pour faire couler le sang des Ukrainiens et pourrir la vie des Russes. Donc c'est lui qui avait dit ça. Maintenant, il explique, alors que les missiles arrivent, que l'étape suivante, la question suivante, c'est le nucléaire. Alors là, il dit ça pour Gaza, mais en réalité, il pense ça pour l'Iran et il pense ça pour la Russie. Gaza, en réalité, c'est déjà à plat. Il continue, les Israéliens, à perdre des soldats. Mais d'ailleurs, on a pas mal de vidéos, je pense qu'Erwan, il a dû les voir. Il y a énormément de soldats ukrainiens, juifs ukrainiens, qui sont en ce moment à Gaza dans les troupes israéliennes. C'est-à-dire qu'ils ont pris quasiment les meilleurs formateurs, les meilleurs soldats d'Ukraine, et ils les ont envoyés avant qu'ils se fassent réduire en charpie sur le front du Donbass, à Gaza, où évidemment il y en a pas mal qui meurent, puisque le Hamas n'a pas le dos si large comme disait Erwan, mais semble-t-il ils ont des bons snipers, ils ont une armée qui est très organisée pour la guérilla en milieu urbain détruit. Et c'est pour ça qu'en fait Israël détruit tout. Ils annonçaient, là j'ai lu un article israélien, parce qu'il y a encore une certaine liberté de la presse en Israël, et il parlait de plus de 20 000 blessés dans l'armée israélienne depuis 8 mois. Donc 20 000 blessés, le ratio classique d'un conflit militaire, ça veut dire en gros minimum 6 000 morts, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que le coût humain pour cette opération de Gaza, l'armée israélienne va, je parle pas du coût matériel, hein, mais rien que le coût humain, ça va être un traumatisme. Ça va être un traumatisme. Alors ils utilisent beaucoup, effectivement, comme vient de le dire Bertrand, ils utilisent beaucoup le volontariat, le mercenariat, appelez ça comme vous voulez, avec les doubles nationalités, hein, qui viennent un peu de partout. Il y a 4000 Français, par exemple, binationaux, qui sont actuellement en train de commettre des crimes de guerre à Gaza. Et ça a fait l'objet d'un débat dans une commission parlementaire à l'Assemblée. Il y a donc un député qui disait, puisqu'il y a des crimes de guerre qui sont vérifiés et confirmés au niveau de la bande de Gaza, qu'il y a des ressortissants français qui sont dans les rangs de l'opération militaire de Tsahal, il faut qu'il y ait des enquêtes, de réaliser à leur retour pour savoir s'ils ont été partie prenante aux crimes de guerre qui ont été authentifiés. Et la réponse a été niette. Donc moi, je suis allé dans le Donbass depuis plus de 9 ans. Je peux pas rentrer en France, d'accord? Bon, est-ce que j'ai envie de rentrer en France? Pas tellement. Mais en gros, je peux pas rentrer en France sans risquer d'avoir des gros problèmes. Or, il n'y a pas eu de crime de guerre commis par les milices du Donbass
pendant la guerre du Donbass. Mais par contre, bon, on peut massacrer des enfants à Gaza et revenir en France. Peut-être même que le ministère des Affaires étrangères attribuera une médaille à tous les Français qui reviennent du génocide palestinien. Donc c'est quand même un deux poids deux mesures, hein, comme je le disais à l'instant, qui est en train de s'autodétruire, parce que le génocide arménien a été caché au moment où il a été réalisé. Le génocide de la Shoah, tout le monde sait qu'il a été révélé que après la victoire de la Russie et des Alliés sur le nazisme. Là, par contre, on a un génocide qui est en direct tous les jours, sur tous les téléphones portables de la quasi-totalité de la majorité de la population humaine. Donc là, ça va être quand même très compliqué pour la doxa occidentale de continuer à maintenir finalement ce discours absolument obscène, cynique et collaborationniste, de dire que tout va bien, que il n'y a pas de génocide, qu'il n'y a pas de crime de guerre, qu'il y a juste quelques dommages collatéraux dans une opération militaire légitime, défensive d'Israël, etc. Je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs on le voit très bien, les journalistes sur les plateaux télé, quand ils ont affaire à des gens qui les interpellent sur la réalité de ce massacre, on voit très bien qu'ils sont de plus en plus gênés ils réussissent plus à maintenir le raisonnement et le narratif officiel. Ils bafouillent, ils bégayent, ils disent oui mais non, c'est pas ce que j'ai dit, etc. On voit très bien, ça tient plus la route, le discours tient plus la route. Alors dans un sursaut avant son arrestation, ils invitent Netanyahou à parler en France pour défendre finalement ces crimes de guerre. Moi, je crois que c'est la fin pour Netanyahou et c'est la fin pour tout ce mainstream médiatique, parce qu'aujourd'hui les gens commencent à être vraiment écœurés. Oui, mais dans le même temps, Erwan, j'étais là, je suis en Suisse en ce moment, et j'étais ce matin dans le train. Et dans le train, j'écoutais Soral. Et Soral parlait de sa garde à vue. Donc il a été mis en garde à vue hier par la police suisse. Il a été interrogé par la police suisse à propos de son compte Telegram, de son compte Twitter, Facebook, site internet, etc. Donc ils ont récupéré tous ses ordinateurs, ils ont récupéré ses téléphones, ils ont tout récupéré. Et c'est dans le cadre d'une loi comparable à celle qu'on a en France sur la haine. Et donc il expliquait très bien les choses, il expliquait que le process de son arrestation, c'était de lui donner envie de dénoncer d'autres personnes pour se disculper d'une partie qui est sur son flux, puisque sur son flux, il présente tes vidéos, celles de Karl, celles de pas mal de monde, donc on lui dit c'est qui, et donc lui il dit c'est moi, pour pas tomber dans le piège d'être celui qui va vendre des personnes, mais ce qu'il dit, c'est vraiment qu'ils veulent le mettre en prison. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi sur la réalité et l'obscénité de ce qui se passe. C'est abominable de se dire que le président, enfin le premier ministre d'un pays qui est accusé de génocide, qui lui-même en personne est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, passe en direct sur une chaîne d'infos en continu LCI et sur la première chaîne française où il ne fait... C'est obscène. Et en plus, c'est un gars qui a déjà été condamné pour plein d'affaires. Oui. C'est un bandit en col blanc. Il n'est pas seulement un criminel de guerre, c'est un bandit en col blanc, ce type-là. Mais Netanyahou, il est lié par sa famille. Il est pas... alors quand l'extrême droite française qui moufte pas, hein, ils soutiennent Israël, ils soutiennent Netanyahou parce que voilà, ils ont besoin de lécher des culs pour essayer de gratter quelques miettes de pouvoir en étant polis. Ces gens-là, ils vont nous faire des grands discours sur le grand remplacement qu'il faut empêcher en France. Mais qu'est-ce qui se passe depuis 75 ans en Palestine si c'est pas un grand remplacement? Ah, c'est un très grand remplacement. Netanyahou est pas un type, c'est pas un Israélien dans le sens territorial du terme. C'est pas un sémite. Sa famille vient d'Ukraine. Son père était secrétaire de Jabotinsky.
Donc ce type-là, il n'a aucun lien démographique, il a aucun lien ethnique, il a aucun rien du tout, rien du tout. Ce type-là, c'est un colon, c'est juste un colon. Donc on considère ce qui se passe à Gaza, c'est un remplacement, c'est au minima une épuration ethnique. Donc c'est un crime de guerre. Et c'est même un crime contre l'humanité. Épuration ethnique, on est dans le cadre du crime contre l'humanité. Parce que déplacer une population, la bombarder pour qu'elle quitte le territoire, c'est de l'épuration ethnique. Sachant que quand tu écoutes le procureur général de la CPI, il dit, lui, que le plus grand crime commis à Gaza, c'est la famine. C'est la famine organisée comme outil de punition collective. Il dit qu'il n'a jamais vu ça à une telle échelle et que dans l'histoire, il n'y a pas de référence équivalente de l'organisation systématique depuis que Gaza est autonome de la malnutrition, de l'absence d'eau, etc. Mais là, depuis octobre, c'est la famine et l'eau. Ils bombardent les puits, ils ont coupé l'arrivée d'eau. Enfin, c'est juste inimaginable. Et les hôpitaux sont détruits. Plus de 40% des hôpitaux sont entièrement détruits. Et je pense, je vais devoir vous laisser après, hein, mais je pense que là, on arrive sur un niveau d'obscénité criminelle, de jusqu'au-boutisme absolument fanatique. Je dirais moi, oui, à tendance génocidaire, même si juridiquement, bon, c'est un crime contre l'humanité qui est en train de se réaliser là-bas, mais il est pas récent. Hein, ça fait 75 ans hein, que Israël viole chaque résolution de l'ONU qui cherche à diminuer la souffrance des Palestiniens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ont dépassé le seuil où leur cause, les Israéliens et les sionistes, hein, il faut pas tout généraliser, les sionistes, leur cause aujourd'hui n'est plus défendable. Leur cause n'est absolument plus défendable, y compris cette espèce de recours complètement débile à traiter d'antisémites tous ceux qui critiquent la politique de Netanyahou. Le crédit de la Shoah, il est épuisé. Il n'y a plus aucun crédit de la Shoah maintenant. Déclarer que quelqu'un qui critique les bombardements de Gaza est un antisémite, mais c'est même plus de la folie. C'est d'une stupidité intellectuelle qui n'échappe à plus personne aujourd'hui, sauf aux fanatiques.